Alors, je m'appelle Michel Lourdes, je suis archéologue sous-marin. J'ai dirigé l'archéologie sous-marine française pendant 15 ans et je suis venu ici à Grand Océan pour parler d'un programme qui me tient particulièrement à cœur qui s'appelle l'archéologie des abysses, c'est-à-dire l'exploration des épaves historiques et antiques à très très grande profondeur. On appelle ça l'archéologie des abysses parce que en fait c'est l'archéologie où l'humain n'a pas sa place, où il va falloir nécessairement, où on renonce à étudier les épaves à très grande profondeur, où pour les étudier il faut développer des machines spécifiques et c'est ce que ce programme tente à faire, c'est-à-dire concevoir par le biais des archéologues, des cahiers des charges, puis envisager la construction, les bancs d'essai et finalement faire des fouilles, des études, des expertises, des épaves profondes grâce à ces machines très très particulières. Au fil des années, depuis qu'on a lancé ce programme, on a d'abord expérimenté des robots conçus par d'autres avant de concevoir et de construire nos propres machines. Et puis on s'est lancé dans un inventaire au fur et à mesure de nos recherches. On a développé des systèmes de prospection, de cartographie. Donc on a retrouvé toute une série d'épaves qui méritent des expertises, voire demain des fouilles. Alors on en trouve de toutes les périodes, puisque le fond de la mer, c'est vraiment la mer est le plus grand musée du monde. C'est là qu'il y a le plus de témoins du passé de l'humanité, de toutes sortes et depuis les temps les plus reculés. Tout homme a tenté de naviguer parce que c'était le moyen le plus cher et le plus rapide, par exemple pour faire du commerce. Et de fait, au cours de ces itinérances commerciales, il y a à chaque fois la mer a prélevé son tribut, c'est-à-dire qu'il y a des épaves de toutes les périodes. Et ces épaves sont beaucoup mieux conservées que ne le sont les sites archéologiques à terre, parce que les villes naturellement continuent à grandir, on arrase les maisons, on en construit une nouvelle par-dessus, les objets on les jette quand ils ne sont plus en état, alors que là, au-delà du chaos du naufrage, qui peut évidemment conduire à une partie de la destruction du site, mais après, ces épaves sont parfaitement protégées, les cargaisons sont encore souvent en place, les objets souvent en très bon état, ce qui fait que ce que mes collègues terrestres restituent à travers des études morphologiques d'un bord, de ceci ou de cela, nous bien souvent on a carrément l'objet intact, et c'est ça la vertu de ces épaves profondes. Alors pourquoi on s'est lancé là-dedans? On s'est lancé là-dedans aussi parce que malheureusement toutes ces épaves de grande profondeur aujourd'hui sont aussi menacées, tout particulièrement par la pêche de grands fonds. J'ai montré ici des photos et on a beaucoup de documents qui montrent des épaves par 300, 400, 500, 700, 800 mètres de fond qui sont encapsulés littéralement par des filets de chalut. J'avais été alerté là-dessus parce que quand je dirigeais l'archéologie sous-marine en France, il arrivait que des pêcheurs nous fassent des déclarations d'objets remontés du fond. Quand on leur disait mais c'est par quelle profondeur, ils me disaient des fois ça c'est 1500, 1800 mètres. Et ça me paraissait complètement dantesque parce qu'au début de ma carrière dans l'archéologie sous-marine, il y a 45 ans, ils nous disaient c'est 80, 100, 120 mètres. Et là j'ai compris que finalement il y avait une urgence à se mettre à la fois à dresser une cartographie de ces vestiges sous-marins, puis ensuite de les analyser, c'est-à-dire les expertiser, situer leur chronologie, leur état de conservation, l'intérêt qu'ils peuvent présenter pour la recherche archéologique et historique, et puis ensuite il fallait trouver le moyen de les étudier et de les fouiller. Or rien de ce que nous tentions d'essayer, rien des machines qu'on essayait ne permettait de faire les études que nous souhaitions réaliser, qui n'est pas simplement de prélever un objet, mais bien de l'analyser dans son environnement, avec les restes des objets qui l'entourent, de comprendre sa fonction à bord par sa localisation sur l'épave par exemple, et donc il a fallu développer des méthodologies spécifiques et une logistique appropriée. Pour ce travail-là, on s'est emparé, on a emprunté, on a associé, on a proposé à des roboticiens de venir avec leurs propres machines, et puis petit à petit, y compris avec les machines qu'utilisaient les industriels et les militaires, on s'est rendu compte qu'aucune d'entre elles ne répondait vraiment à nos besoins archéologiques, méthodologiques, scientifiques, spécifiques, parce qu'appliqués à des objets extrêmement fragiles, parfois très mal conservés, mais qu'il faut au moins pouvoir ramener à la surface dans le même état que là on les trouve au fond. Et donc là on est passé à un deuxième stade, c'est-à-dire qu'on s'est mis à concevoir les machines qui pourraient répondre à nos exigences et puis à les construire ou à les faire construire. Et c'est avec ça qu'on travaille aujourd'hui. Évidemment c'est un processus, ongoing process diraient nos amis anglo-saxons, c'est-à-dire que on n'est pas au milieu du gué encore, mais pas loin, et on peut penser que dans les 10 ans qui viennent, on aura des capacités de travailler, d'étudier des épaves par 700, 800, 1000 mètres de fond, comme on les étudiait avec des bouteilles sur le dos, dans 20 mètres d'eau, il y a 40 ans quand j'ai commencé ma carrière.